Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons évoquer un rapide panel des informations Tesla de la semaine précédente, parce qu'il y en a eu beaucoup, l'arrivée de la Dacia Spring et enfin, évoquer la situation compliquée du marché européen face aux amendes CO2. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Quelle année ça a été pour Tesla en 2020 ? Fantastique à bien des égards, elle restera dans les mémoires pour avoir été celle de la réussite d'un modèle économique nouveau pour l'automobile. Avec près de 500 000 voitures livrées, et n'en déplaise à certains, dans des conditions si exceptionnellement défavorables qu'on peut largement donner le crédit de la réussite de l'objectif aux équipes d'Elon Musk. 2020 marque également l'année de la rentabilité. Les grincheux de l'ancien monde pourront toujours rétorquer que c'est grâce au contrat CO2 que l'exercice est positif. Mais reproche-t-on à une entreprise de saisir toutes les opportunités pour se développer ? Car il ne s'agit pas pour Tesla de reverser ses bénéfices, mais bien de les réinvestir. Avec des unités de production actuellement en construction, non seulement Tesla est le constructeur ayant le plus de potentiel de progression, mais il est parmi les plus rentables sur le plan opérationnel. En clair, Tesla est aujourd'hui le seul constructeur qui progresse autant en réinvestissant ses bénéfices. La progression du constructeur n'est d'ailleurs pas prête de s'arrêter car les évolutions techniques et industrielles sur ces modèles actuels devraient faire baisser le coût de production drastiquement pour accompagner la baisse du prix des voitures électriques à l'avenir. L'année 2021 démarre d'ailleurs sur les chapeaux de roue avec la présentation des modèles S et X restylisés. Petite précision d'ailleurs au sujet de ma vidéo spéciale sur le sujet. Entre la rédaction de la vidéo et aujourd'hui, à savoir le 30 janvier 2021, j'ai eu vent d'une théorie intéressante. Il semblerait que les modèles Long Range et Plaid disposent de batteries structurelles, mais basées sur les cellules 18650, à savoir les anciennes batteries. Seule la Plaid Plus bénéficierait des 4680 Roadrunner, expliquant la différence d'autonomie sans changement de poids entre les différents modèles. En regardant les performances, cela aurait du sens, et industriellement aussi, puisque Panasonic continue à produire les anciennes cellules qu'ils vendent encore pour d'autres applications. La chimie des 18650 Tesla serait améliorée et adaptée à Tesla, et c'est la structure même du pack qui serait revue avec la disparition des modules et blocs. Le pack serait alors refroidi par le bas et noyé dans une résine rigide afin de rendre le pack structurel, comme les batteries Roadrunner. C'est cela qui permettrait d'économiser les 200 à 300 kg sur la masse de l'auto en combinaison avec les faux châssis moulés. On n'a toutefois aucun indice permettant de savoir de manière certaine quel type de cellule est utilisé. À voir lors d'un éventuel démontage par Sandy Munro. Autre point clivant pour ces autos, le volant dit yoke. Certains le disent peu pratique, d'autres soutiennent qu'il ne sera pas autorisé chez nous. Ces deux affirmations sont bien sûr infondées parce qu'invérifiables. Pour définir l'usage d'une chose et s'en faire une idée, il faut l'essayer. Pour avoir conduit des kartings de piste et de tout-terrain avec ce type de volant, je pense qu'il devrait être agréable, surtout sur route, essentiellement en raison de la visibilité qu'il offre. Même la précision sur circuit devrait être au rendez-vous, si la direction bénéficie d'une démultiplication adaptable. Ce qui, à l'heure de l'informatique et des directions asservies électriques, est parfaitement réalisable. Tesla a pourtant prévu une alternative avec un volant rond, plus traditionnel, mais sans retour des commodos. Il a été découvert par un internaute dans le code source du site tesla.com. En ce qui concerne la légalité du volant, rien n'interdit un constructeur de ne pas faire un volant rond. Les commandes sur le volant plutôt qu'avec commodo existent déjà et sont homologuées. Le volant Tesla ne devrait avoir aucun mal à être utilisé dans les voitures en Europe. À la rubrique des mauvaises nouvelles, le nouveau Roadster Tesla est confirmé pour une arrivée en 2022 seulement, tandis que l'arrivée dans les temps du Cybertruck semble également difficile. Musk a en effet annoncé qu'il faudrait être chanceux pour le voir arriver en mai comme prévu. Le semi-remorque est lui aussi sur les rails pour la mise en production et Musk annonce avoir finalisé le design et l'industrialisation. Le point bloquant pour le moment est le volume de cellules 4680 disponible pour lancer la production, élément nécessaire selon le patron de Tesla. Ce qui pourrait expliquer l'usage des 18650 sur les S et X si c'est vraiment le cas. Décidément, les programmes de mise en production de nouveaux produits chez Tesla sont toujours un petit peu chaotiques.
Cela n'empêche toutefois pas Musk d'annoncer une arrivée anticipée de la compacte de la marque, très attendue en raison d'un rapport prix-prestation exceptionnel. On l'attend avec impatience. Très attendu, la Dacia Spring ne devrait faire son apparition dans les showrooms que fin d'année 2021. Pourtant, il sera possible de la découvrir et de la conduire dès mars 2021, pour tout un chacun, sans passer par le constructeur. En effet, un accord avec Leclerc a été passé pour l'achat d'une flotte de Spring destinée à la location de véhicules de l'enseigne de distribution. Dacia a réaffirmé maintenir l'arrivée des premières autos d'ici un peu moins d'un mois. Correctement finie et dotée d'un équipement monacal minimaliste, elle se veut utilitaire. Son prix sera extrêmement réduit, démarrant vers les 12 000 € aides déduites. Destinée à devenir l'alternative low-cost de la Twingo en fin de vie, elle n'aura qu'une autonomie de 200 km. En tenant compte des aléas de la météo et de la conduite quotidienne, cette autonomie idéale promet de se réduire comme peau de chagrin à la première occasion. Pourtant, cela ne la rend pas pour autant inintéressante. Dans une logique d'autopartage et de véhicules urbains de location, elle a tout à fait sa place. Lorsque l'on loue une auto pour un court trajet ou pour dépanner, le coût de la location est important et la Spring devrait faire des merveilles à ce niveau. Peu importe la finition austère et l'équipement réduit du moment que l'auto rend le service demandé. Dès l'été 2021, la Spring sera également disponible à la location chez Zity à Paris, ainsi que chez Mobilize, filiale du groupe Renault. À suivre et à essayer. Le cabinet allemand Schmidt Automotive Research a sorti il y a quelques jours son rapport annuel sur le marché automobile européen en 2020. Le rapport étudie les ventes de véhicules particulières dans 18 pays d'Europe de l'Ouest. Il ne tient pas compte des véhicules utilitaires et commerciaux. La partie du rapport qui nous intéresse se base sur les ventes des voitures dites branchables, à savoir les électriques pures et les hybrides rechargeables. Un peu plus de la moitié des 1 330 000 voitures de ce type vendues en Europe de l'Ouest étaient des électriques pures, et l'ensemble a représenté 12% des ventes totales de la zone. La Zoé est la grande gagnante de l'année, suivie de près par la Tesla Model 3 et l'ID3 de Volkswagen. Les trois voitures occupent un segment différent chacun. Si la progression de 2020 est exceptionnelle dans un marché global en contraction, le cabinet Schmidt prévoit une progression ralentie jusqu'en 2025. À cette date, les véhicules branchables devraient avoir pris la majorité du marché, tandis que les ventes des voitures thermiques déclineront jusqu'en 2035 pour s'éteindre à cette date. On notera que cette année 2020 aura été marquée par l'adoption massive de l'architecture 100% électrique, malgré une offre hybride rechargeable très importante. Les études belges et canadiennes dénonçant les faux chiffres et mauvais usage des hybrides rechargeables a sûrement pesé dans la balance, comme la menace de voir les aides publiques retirées ou au moins fortement réduites pour ce mode de propulsion. Autre point, si l'on compare ce marché ouest européen au marché chinois, réputé le plus grand du monde, nous n'avons que 45 000 unités de retard. On peut donc dire que nous sommes presque à égalité avec le premier marché de voitures branchables au monde. C'est d'autant plus vrai que les chiffres chinois tiennent compte des véhicules commerciaux. Pourtant, si l'on compare les 18 pays composant le panel, les différences sont énormes. Ce sont les pays du Nord qui emportent la palme avec la Norvège et le Danemark. La France et l'Allemagne ont encore énormément de chemin à faire, tandis que les pays du Sud doivent encore commencer la transition. L'autre grande disparité est celle des constructeurs face à la législation et aux contraintes écologiques. Alors que l'ancien groupe Fiat Chrysler fait alliance avec Tesla pour éviter les grosses amendes CO2 européennes, d'autres ont joué au chat et à la souris avec les règles. Toyota est l'exemple même de cette politique. Avec sa gamme hybride, le constructeur japonais dispose d'autos à relativement basse émission de carbone et n'a donc pas besoin de faire un gros effort d'innovation pour répondre au seuil actuel. Le japonais se paye même le luxe de passer une alliance pour éviter au constructeur Mazda de payer des amendes, même s'il est parmi les pires élèves de la classe. Pourtant, le fait d'avoir évité les amendes en 2021 n'est que la face visible de l'iceberg. Lorsque les taux limites de CO2 baisseront, le constructeur japonais sera bien en difficulté faute d'avoir orienté son développement vers la voiture électrique. On pourra répondre que Toyota y travaille. Je demande à voir tant leur unique projet de SUV électrique ressemble à un rendu informatique de start-up plein de promesses, mais non vérifiées. Quant à l'hydrogène, ce n'est qu'une passade qui montrera ses limites bien vite lorsqu'il faudra produire des quantités astronomiques d'électricité pour produire ce carburant inefficace et énergivore.
La politique environnementale du constructeur japonais lui a déjà fermé les portes des marchés publics en Californie et en Oregon, et son soutien appuyé à l'industrie du pétrole lui fait de plus en plus de tort au niveau de son image. De l'autre côté de la barrière, on va retrouver le groupe Volkswagen, qui a un réel programme de mobilité électrique et qui pourtant n'évitera pas l'amende. Gros faiseur de diesel et d'essence, le constructeur allemand est pénalisé par son immobilisme passé, qui pèse sur ses émissions de CO2 moyennes actuelles. Les 10% de véhicules électriques et hybrides rechargeables vendus par le constructeur allemand en 2020 n'ont pas suffi. Je pense que les dirigeants de Volkswagen doivent rager contre leur réseau de distribution qui a volontairement freiné l'essor de la voiture électrique pour sauvegarder les revenus liés à l'entretien et la réparation des voitures thermiques. C'est d'autant plus dommageable que le constructeur a, selon son PDG, énormément de mal à trouver des financements pour accélérer la transition. Le capital risque se tourne en effet plutôt vers les startups émergentes plutôt que vers un constructeur certes leader mais aussi le plus endetté au monde. On constate ici que le constructeur allemand fait tous les efforts possibles pour devenir un bon élève et le paye en ce moment avec la perte de sa première place mondiale en termes de volume de véhicules vendus. Détail amusant, c'est Toyota qui prend cette place, profitant de sa politique de court terme. Ces deux exemples sont typiques de la situation des anciens constructeurs automobiles. Le japonais risque de prendre de plein fouet les mesures environnementales à force d'avoir uniquement fait le strict nécessaire pour ne pas être pénalisé, et l'allemand pour avoir fait les efforts pour faire réellement les choses. Les deux situations pourtant ne sont pas très différentes, elles sont juste décalées dans le temps de quelques années. Lorsque viendra le moment d'agir pour ne pas mourir, Toyota sera confronté aux mêmes soucis que Volkswagen. Quant à ce dernier, seul l'avenir nous dira s'il parviendra à se sortir de cette situation compliquée en restant libre et indépendant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien et à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage.